1% de rendement tous les 10 jours, soit à peu près 37% d'intérêt par an sur un stablecoin, c'est-à-dire sur une crypto-monnaie qui est censée rester et garder la parité avec le dollar américain. Voilà pourquoi je ne voulais pas vous faire cette vidéo. C'est ce que proposait en début d'année le stablecoin USDE, et à l'heure où je vous parle, on est toujours autour des 18%. La deuxième raison, c'est que l'USDE utilise une nouvelle façon de maintenir la parité. Bien différent des stablecoins décentralisés, il utilise une approche différente, plus algorithmique, pour maintenir la parité avec le dollar, et la dernière fois que j'ai entendu ça, c'était l'UST, Terra Luna, qui s'est effondré en entraînant plus de 40 milliards de dollars au tapis. Ça faisait de bonnes raisons de ne pas aborder le sujet. Mais il y a un problème. Déjà, c'est que c'est le stablecoin qui a eu la croissance la plus rapide de tous les stablecoins. Lancé en février 2024, la capitalisation des USDE en circulation à l'heure où je vous parle est de plus de 3,5 milliards de dollars. Ce qui veut donc dire que si ça pète, s'il y a un problème, que vous en ayez ou non, que ça vous intéresse ou pas, ça va affecter votre portefeuille. Ça va toucher la plupart des crypto-monnaies, ça va tirer dans le rouge tout CoinMarketCap, et ça va naturellement vous faire perdre de l'argent. Évidemment, beaucoup moins que si vous êtes dessus s'il y a un problème. Mais je commence à recevoir énormément de questions. Que ce soit dans mes messages privés, que ce soit des personnes intéressées, ou que ce soit des personnes qui me disent « mais intéresse-toi au mécanisme, c'est très différent de ce qui existe et très différent de ce qu'il y a eu dans le passé ». C'est pour ça que je vais vous faire une vidéo sur le sujet. Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'Ethena, comment fonctionne son stablecoin l'USDE, comment est-ce qu'il maintient son PEG, finalement, sa valeur autour d'1 $ américain, d'où viennent ses intérêts, comment est-ce qu'on peut verser 18% d'intérêt à des gens qui détiennent simplement le stablecoin, et finalement, quels sont les risques de voir un jour ce stablecoin perdre de la valeur et ne pas conserver sa parité avec le dollar américain. En fin de vidéo, je vous donnerai mon avis et ma position vis-à-vis de l'USDE. Alors déjà, Ethena c'est quoi? Ethena c'est l'entreprise qui propose l'USDE. L'USDE, qui se présente comme l'Internet Bound, se veut être un stablecoin qui garantit sa valeur avec le dollar d'une façon bien différente des deux grandes familles de stablecoins existantes aujourd'hui. La première famille, et vous la connaissez probablement, il s'agit des stablecoins centralisés. Circle, qui propose l'USDC, ou encore Tether, qui propose l'USDT. Pour simplifier et vulgariser au maximum, ce sont des stablecoins centralisés dans le sens où à chaque fois qu'ils émettent 100 stablecoins, donc 100 USDT par exemple, l'entreprise Tether va avoir une réserve et va conserver dans sa réserve 100 $, que ce soit du cash ou que ce soit des actifs qui sont considérés comme très fiables, puisqu'à tout moment, Tether se doit de pouvoir échanger un stablecoin contre $1 américain. On dit qu'ils sont centralisés parce que ces réserves sont dans la finance traditionnelle, que ce soit dans des comptes en banque ou que ce soit sur d'autres actifs financiers. Naturellement, c'est très scalable, on peut augmenter les volumes énormément, mais ce n'est pas résistant à la censure, dans le sens où si le système financier traditionnel s'effondrait, ça affecterait la réserve et donc la valeur du stablecoin, ou si la régulation venait interdire certaines pratiques, elle pourrait empêcher ce mécanisme de maintien entre la réserve et le nombre de stablecoins émis. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont centralisés. A l'inverse, il y a des stablecoins décentralisés, qui fonctionnent différemment. J'aurais bien pris l'exemple du DAI, qui est l'un des plus connus, de Maker, mais dans sa réserve, le DAI a déjà eu de l'USDC, donc est-ce qu'on peut dire qu'il est totalement décentralisé? Dans son fonctionnement et sa gouvernance, oui, mais dans sa réserve, ça n'a pas toujours été le cas. Mais il existe par exemple le token Liquity, qui utilise une réserve basée sur de l'Ether. Vous l'avez compris, comme l'Ether est volatile et que son prix est amené à évoluer, à la hausse ou à la baisse, pour pouvoir émettre 100 $ de stablecoin, il faut qu'il y ait au moins 100 $ d'Ether. En réalité, il est ce qu'on appelle surcollatéralisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus dans la réserve que le nombre de stablecoins émis. C'est donc totalement décentralisé, un gouvernement ne peut pas venir et interdire ce système, puisque c'est du code, c'est un protocole informatique qui vient réguler la réserve et le nombre de stablecoins émis. Par contre, il peut y avoir des limites de scalabilité si le prix de l'Ether s'effondre trop violemment, par exemple, et que la réserve ne suffit pas à couvrir la valeur des stablecoins émis sur le réseau. Ou encore s'il y a tout simplement une faille dans le code et que quelqu'un trouve un moyen de siphonner la réserve ou d'en prélever une partie. Bref, deux modèles, deux familles qui vont essayer de fournir un produit similaire, une crypto-monnaie qui va adosser sa valeur à un actif moins volatile, comme dans mon exemple une monnaie fiat, l'euro ou le dollar. Les deux chacun avec leurs avantages et aussi leurs inconvénients. En l'occurrence, USDE propose une nouvelle façon de maintenir ce PEG. Le meilleur moyen de vous expliquer comment, c'est de l'illustrer. Imaginons qu'USDE ne veut pas passer par un système centralisé. Ils ne vont donc pas avoir une réserve détenue dans des banques. Ils vont donc opter pour une réserve décentralisée. Recevoir de la crypto-monnaie
qui va pouvoir être maintenue dans un protocole. Pour émettre 100 USDE, qui valent bien 1 dollar chacun, la réserve doit contenir au moins 100 dollars. Imaginons que cette réserve est constituée de 100 dollars d'Ether. Le problème, vous l'avez compris, c'est que si l'Ether perd de la valeur dans la nuit, eh bien la réserve ne sera plus suffisante pour que les utilisateurs qui détiennent les USDE puissent venir les échanger un jeton pour 1 dollar. L'USDE a donc cherché une solution pour maintenir la valeur de cette réserve et qu'elle ne soit plus volatile. Pour cela, ils vont vendre la moitié de cette réserve, c'est-à-dire 50 dollars, et les utiliser pour shorter l'Ether, c'est-à-dire parier sur la baisse de l'Ether. En faisant un pari asymétrique, si l'Ether prend de la valeur, une moitié de la réserve s'apprécie, venant combler la perte de l'autre moitié de la réserve. A l'inverse, si l'Ether s'effondre, certes la moitié de la réserve va perdre de la valeur, mais ce sera compensé par le pari à la baisse, exercé avec la moitié des capitaux. C'est ce que l'on appelle une stratégie delta neutrale. Une partie de la position vient compenser l'autre position, quel que soit le sens que va prendre le marché. Jusque-là, le pari pourrait sembler gagnant. On est bien moins centralisé, puisque la réserve n'est pas dans une banque et ne dépend pas de la finance traditionnelle, et on a éliminé la volatilité qui était le gros problème de la réserve des stablecoins décentralisés. Mais vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça. Et puis surtout, on peut se poser une question. Ok, le stablecoin est stable, mais d'où vient le rendement ? Comment est-ce qu'on peut donner 17% d'intérêt à quelqu'un qui a simplement mis des Ethers dans une réserve qui short 50% de la valeur et qui est spot, donc qui va simplement détenir la moitié en Ethers sans rien faire? Et c'est là que la stratégie d'Ethena sur l'USDE paye. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux sources de revenus dans cette stratégie. La première, c'est que les Ethers spot ne sont pas simplement ici à dormir. Ils sont mis en liquid staking, en l'occurrence sur Lido, pour ceux qui connaissent, ce qui va permettre de mettre les Ethers à disposition du protocole Ethereum et de générer 2,5 à 3,5% d'intérêt par an sur la moitié de cette réserve. Ça peut paraître être des petits intérêts, mais je vous rappelle que la réserve totale réelle d'Ethena à l'heure où je vous parle est de 3,5 milliards de dollars. Donc générer 3% d'intérêt sur la moitié de cette réserve, c'est toujours bon à prendre. Et la deuxième chose, et c'est de là que vient le gros des revenus, c'est sur la partie qui est short, c'est-à-dire qui est pari à la baisse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir prendre une position short, il faut avoir recours à des produits financiers. Il en existe tout type dans le monde de la finance, mais en l'occurrence, on parle de contrats perpétuels. Pour faire très simple, ces contrats perpétuels permettent aux gens de parier à la hausse, de long, ou de parier à la baisse, de short, une crypto-monnaie. Naturellement, si vous avez parié à la baisse et que ça baisse, vous allez gagner de l'argent, dans le sens inverse, vous allez en perdre, et si vous êtes long, quand les marchés s'apprécient, vous gagnez de l'argent, et quand les marchés s'effondrent, vous en perdez. Jusque-là, c'est assez simple à comprendre. Mais ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que sur ces fameux contrats perpétuels, il y a ce que l'on appelle des founding fees. Pour éviter qu'il y ait un déséquilibre entre le prix de ces fameux contrats perpétuels et la vraie valeur de l'actif au spot, c'est-à-dire le vrai prix d'un Ether, il y a un frais supplémentaire qui est ajouté quand il y a un gros déséquilibre. Quand il y a par exemple 80% des gens qui parient à la hausse et seulement 20% des gens qui parient à la baisse. À ce moment-là, pour incentiver et équilibrer le marché, la majorité, dans mon exemple les personnes qui parient à la hausse, vont payer un fee qui sera redistribué à la minorité, en l'occurrence les personnes qui parient à la baisse. Ça y est, vous commencez à comprendre. Dans le marché des crypto-monnaies, la plupart du temps, la majorité des investisseurs ont une position qui est longue, un pari à la hausse. La position short, c'est-à-dire la position à la baisse, est donc particulièrement bien rémunérée. Avec leur stratégie delta neutrale, Ethena va exposer 50% de la réserve des USDE à un pari à la baisse, un pari short. Et comme la majorité du marché longue les crypto-monnaies, ce pari short est très rémunérateur. Et tous les jours, ils vont percevoir des founding fees qui sont positives. Et encore, les marchés est un peu calmes, on a un doute sur la tournure que peuvent prendre les choses, mais en début d'année, quand il y a eu l'acceptation de l'ETF Bitcoin, que les marchés s'envolaient et que le Bitcoin était dans le vert tous les jours, les founding fees étaient complètement fous. L'USDE affichait des rendements annualisés à presque 100% à certains moments. C'est pour ça qu'ils étaient à 37% au début et qu'ils sont aujourd'hui à 17%. Ça ne dépend pas d'Ethena, mais bel et bien de la condition et du marché des founding fees. Ce founding rate peut s'inverser, peut évoluer et va naturellement rémunérer plus ou moins les personnes en fonction de leur position. C'est une partie de ces fees qui sont reversées aux utilisateurs qui vont aller staker le token USDE sur la plateforme Ethena. Et c'est là le premier gros point de différenciation avec l'UST. L'UST était un stablecoin algorithmique qui appuyait sa valeur sur un autre de ses jetons, le token Luna. C'est ça qui a créé une spirale infernale et qui a aspiré toute la valeur du token Luna sans pouvoir pour autant maintenir le PEG, c'est-à-dire la valeur d'1$ des différents UST. En l'occurrence, sur USDE, c'est un vrai rendement. C'est un rendement qui, quoi qu'il arrive, aurait été payé par les différentes personnes qui maintiennent des positions longues, donc pari à la hausse sur les crypto-monnaies. Ce rendement est un rendement réel. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de risque. Et on va les voir tout de suite.
J'ai identifié 4 risques, qui sont d'ailleurs très largement débattus par la communauté crypto sur les différents réseaux sociaux, mais il est certain qu'il y en a d'autres, et on les verra ressortir. En tout cas, c'est 4 qui pour moi sont suffisamment importants pour qu'on les aborde. Le tout premier risque, c'est que certes c'est décentralisé, ça ne dépend pas de banque, mais malgré tout pour prendre ses positions à la baisse, Ethena a besoin d'utiliser des plateformes d'exchange qui proposent ses produits financiers et ses fameux contrats perpétuels. Vous vous doutez bien que si une partie de la réserve est posée sur un exchange et que l'exchange fait faillite, eh bien ce risque de contrepartie met en danger Ethena, tout comme les stablecoins centralisés qui déposent leurs réserves à la banque. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Ils utilisent une technologie qui s'appelle OS, Off Exchange Settlement, et qui va, pour faire très simple, permettre à l'exchange de maintenir la position à la baisse pour le compte d'Ethena sans avoir à exiger que la liquidité d'Ethena soit déposée sur ses propres comptes. A l'inverse, grâce à cette technologie, l'exchange a la certitude qu'Ethena détient bien la liquidité et peut maintenir sa position. C'est très intéressant et ça règle le problème de centralisation au niveau du dépositaire. Malgré tout, ça pose quand même certaines questions. On doit avoir des documents qui viennent prouver qu'Ethena expose bien la liquidité sur des custodianes qui eux doivent prouver qu'il y a un contrat d'off-exchange settlement. Bref, il y a encore quelques sujets qui sont ouverts et beaucoup attendent des résultats de la technologie Zero Knowledge qui permettra de justifier la contrepartie sans donner trop d'informations stratégiques sur les flux. Le deuxième risque identifié selon moi, c'est la liquidité. Aujourd'hui, plus de 50% de la position short d'Ethena est maintenue par l'exchange Binance. Alors, on vient de le voir, avec cette technologie OS, même si Binance venait à faire faillite, la liquidité d'Ethena ne serait pas perdue, la réserve ne serait pas touchée. Malgré tout, Ethena devrait instantanément reprendre une position à la baisse. Ils sont obligés d'être exposés à la baisse à 50% en permanence. Ce qui veut donc dire que si un exchange n'est pas disponible, il faut être capable de prendre la moitié de la réserve, donc la moitié de 3,5 milliards de dollars, et de pouvoir les positionner en short sur d'autres plateformes, centralisées ou non. Certaines plateformes centralisées pourraient ne pas avoir la liquidité nécessaire pour exécuter une position aussi grosse, et je vois difficilement quel autre exchange pourrait encaisser une charge aussi forte et tenir la position que Binance a aujourd'hui. Il y aurait donc des problèmes de scalabilité en fonction des volumes. Je vous parle d'une market cap qui pèse 3,5 milliards aujourd'hui, qui pesait 2 milliards de dollars il y a même pas un mois et demi, et qui vise 5 milliards de dollars pour le mois de septembre. La question c'est, si la croissance est aussi forte et qu'elle n'est pas capée, est-ce qu'à un moment, il ne pourrait pas y avoir une limite? Le troisième gros risque, c'est le plus gros parce que c'est une question qui n'a pas trouvé de réponse parfaite et qui est toujours le cœur du débat autour de l'USDE. Que se passe-t-il si les founding fees s'inversent? C'est-à-dire, que se passe-t-il si la majorité des gens parient à la baisse, il n'y a plus qu'une minorité de personnes qui parient à la hausse, et donc ce sont ceux qui shortent, ceux qui parient à la baisse, qui doivent payer une commission à ceux qui sont longues. À ce moment-là, non seulement il n'y aurait plus de rendement, certes il y aurait les rendements du stacking mais de 2 ou 3%, donc ils seraient rapidement balayés, ce serait même aux personnes qui détiennent l'USDE de payer un frais à ceux qui sont longues sur les crypto-monnaies. Ethena aurait pu prendre la parole et expliquer que dans les rares cas où la situation s'inverserait, le stablecoin pourrait perdre son peg, et s'il y a des commissions et des founding fees à payer à ceux qui sont longues, le stablecoin pourrait petit à petit, au fil du temps, perdre son peg et passer d'1 dollar à 97 cents, par exemple, s'il y a 3% à payer. Mais ce n'est pas le discours d'Ethena. Ethena précise bien que c'est un stablecoin qui se doit donc de rester stable et de maintenir son peg à 1 dollar. Alors il y a des arguments qui sont donnés, comme par exemple le fait qu'il y a un fonds de réserve dans lequel on viendra piocher si jamais cette situation se produit. En l'occurrence, il y a 45 millions de dollars dans ce fonds de réserve à l'heure où je vous parle. 45 millions de dollars, c'est très gros, mais c'est ridicule face à une supply de 3,5 milliards de dollars. Et le deuxième argument, c'est que dans la majorité des cas, et en observant le marché dans le passé, même avant qu'il y ait ce genre de mécanisme, dans plus de 80 à 90% des cas, ce sont bel et bien ceux qui sont longues qui payent des commissions à ceux qui sont short. Ce 80 à 90% de commissions versées à ceux qui sont short vient encore être majoré en intégrant directement les rendements du stacking. Malgré tout, ça ne suffit pas dans tous les cas, et il y a bel et bien des moments, et surtout une configuration de marché possible, où la situation s'inverserait. Est-ce qu'il faut augmenter le fonds de réserve? Est-ce qu'il faut accepter publiquement et expliquer que dans ce cas très précis, les porteurs du stablecoin peuvent être assujettis à une décote, momentanée ou non, de ce fameux stablecoin, en faveur de ceux qui l'ont? Je ne sais pas, et je n'ai absolument pas la solution. Mais c'est un vrai risque identifié, existant, et qui n'a pas de réponse parfaite. Le dernier point va être selon moi la régulation. Elle évolue énormément, et l'entreprise Ethena est enregistrée en Italie qui est dans l'Union européenne, qui va donc devoir se réguler très bientôt pour MiCA. En l'occurrence, Ethena est VASP, donc enregistré pour pouvoir proposer des services sur actifs numériques en Italie, et devra probablement se réguler dans l'espace européen, et donc se rendre conforme pour MiCA, la régulation européenne qui arrive très bientôt, et il y a déjà certaines entrées en vigueur sur les stablecoins dès fin juin 2024, c'est-à-dire à la fin du mois.
Vous allez voir l'USDT disparaître de certaines plateformes et vous allez voir certaines règles qui vont changer, même si c'est un peu flou et que les plateformes ne savent pas vraiment comment se positionner et qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Ce marché va changer dans les mois qui viennent. Après, si le produit est totalement décentralisé, l'entreprise Ethena peut avoir certaines exemptions de par la décentralisation de son stablecoin. Mais quoi qu'il arrive, ce sera un point à surveiller et on n'est pas à l'abri de voir Ethena s'installer dans un autre produit bien loin de l'Union européenne comme certains émetteurs de stablecoin ont fait. Bref, des risques, il y en a, et on peut toujours creuser, on peut toujours se dire que même le liquid staking qui représente la moitié de la réserve, c'est un protocole qui lui-même peut avoir des limites, etc., etc. Vraiment, c'est quelque chose de très technique, de très complexe. J'ai dû moi-même creuser pour bien comprendre et être capable de vulgariser à ce niveau-là. En tout cas, je pense avoir mis le doigt sur les 3-4 plus grosses interrogations qui font le tour des réseaux. Pour terminer, sur ma position, c'est délicat de vous répondre. Premièrement, je suis pour. Pourquoi? Parce que c'est nouveau, parce que c'est incrémental, parce que je suis pour qu'on essaye, pour qu'il y ait une V0, une V1, une V2, une V4, qu'on améliore, qu'on fasse des erreurs, qu'on en tire des leçons et qu'on finisse par avoir une solution qui vient compléter celle qui existe déjà. De manière générale, régler un problème que des solutions imparfaites proposent déjà de régler, mais d'une façon différente pour essayer de le faire mieux, ou sous un autre angle, c'est quelque chose qui fait partie de l'évolution d'un jeune écosystème comme celui des crypto-monnaies. Maintenant, est-ce que j'en aurai dans mon portefeuille? Là, je pense qu'il y a la question la plus intéressante. Dans mon portefeuille, la partie stablecoin, c'est une partie qui, selon moi, ne doit pas être assujettie au même risque que les crypto-monnaies volatiles. En effet, quand je vends du Bitcoin, de l'Ether contre des stablecoins, c'est parce que je veux me désexposer de la volatilité. Je veux sortir de ces crypto-monnaies qui peuvent perdre de la valeur trop rapidement. La partie de mon portefeuille sur des stablecoins, c'est donc une partie qui est beaucoup plus safe. C'est une partie que je veux conserver et je veux avoir de la liquidité pour pouvoir me repositionner plus tard, peut-être, sur des crypto-monnaies volatiles. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, de par la jeunesse de ce protocole, et on parle de quelques semaines, c'est février 2024, de par la vitesse que ça prend, la taille qu'il prend, 3,5 milliards de dollars en quelques mois, et de par toutes les questions encore ouvertes sur ce protocole, je ne pense pas que ce soit raisonnable d'exposer une partie stablecoin de son portefeuille sur ce stablecoin-là. On pourrait avoir l'impression et l'illusion que c'est stable, sans risque, et que ça offre un très gros rendement, mais la réalité, c'est qu'on prendrait un risque bien supérieur sur cette partie de son portefeuille. Maintenant, si dans vos crypto-monnaies volatiles, vous voulez réduire un petit peu le risque par rapport à certains actifs qui swingent très fortement, des small caps, et que vous voulez en positionner une partie sur Ethena et sur son stablecoin USDE, pourquoi pas? Peut-être que le risque ratio en vaut la chandelle. En tout cas, je ne suis pas capable de vous le dire, et ce sont des calculs qui sont bien trop complexes, et je pense qu'il faut aller bien plus profondément dans le fonctionnement de ce stablecoin. Bref, je le garde bien loin de mon portefeuille de stable, je reste sur d'autres stablecoins. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les différents stablecoins, leur fonctionnement et ceux que j'utilisais en ce moment, mais je vais quand même suivre de près l'actualité d'Ethena et de son évolution. Juste pour vous donner un petit peu plus de contexte, Ethena propose son propre jeton de gouvernance, le token Ethena. Bon, 95% pour les investisseurs et la team fondatrice, et 5% qui a déjà été distribué à la communauté. Autant dire qu'un jeton de gouvernance, qui vise à décentraliser la gouvernance et donc la prise de décision au sein de ce réseau, pour l'instant, elle est plutôt centralisée. Quoi qu'il en soit, il y a une promesse qui est faite, et ceux qui utilisent l'USDE cumulent des points qui leur rapporteront des tokens Ethena. Voilà pourquoi certains s'intéressent encore plus à ce stablecoin, car en plus des rendements qui sont très intéressants et très généreux, 17,5% à l'heure où je vous parle, on peut potentiellement être éligible à un airdrop et de recevoir des tokens qui auront de la valeur. Et pour aller encore plus loin, comme dans ma vidéo sur le restaking, il existe des plateformes comme Pendle qui vous proposent d'échanger votre droit d'obtenir des tokens Ethena contre un rendement encore amélioré, passant ainsi de 17,5% à plus de 28%. Bref, il y a toujours de quoi aller plus loin, il y a toujours de quoi tirer encore plus sur le levier, accélérer et prendre plus de risques, mais comme je sais que les années passent et que certains d'entre vous me suivent depuis maintenant 4, 5, 6 ans, certains savent très bien où aller et savent trouver ce qu'ils cherchent. Je vous mets également dans la description 2 liens de 2 vidéos. L'une qui est une discussion entre les 2 fondateurs de Coin Academy qui échangent justement sur Ethena et qui apportent leur point de vue et qui remettent certains sujets sur la table, mais également une vidéo de grand angle crypto qui va encore plus loin, notamment sur les contrats à terme, le fonctionnement de ce fameux founding rate, et pour le coup, leur pédagogie et leur façon de vulgariser est toujours très claire et je pense que ça vous permettra d'approfondir encore plus le sujet. C'était Asher, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des erreurs, je mettrai un commentaire épinglé et je me corrigerai comme je le fais à chaque fois, donc n'hésitez pas à les regarder. Si vous voulez donner votre avis et surtout commenter, qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que globalement c'est quelque chose qui vous intéresse et vous trouvez le mécanisme intéressant? Partagez ça en commentaire, ça m'aide pour le référencement et surtout ça va me permettre d'échanger avec vous et de vous répondre directement. Un petit pouce bleu ou un abonnement, j'espère vraiment que ça vous a permis de mieux comprendre. J'ai trouvé ça plutôt complexe et c'était agréable à vulgariser. Je pense qu'il y a vraiment de la valeur à comprendre comment ça fonctionne et le but c'était de la partager avec vous comme toujours. On se retrouve la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube pour un prochain contenu. Au revoir!